Haïkar, Laurent M. La première fois que je vis Laurent M, il me fit une très forte impression. Il était tout ce que je n'étais pas, très sûr de lui, beau parleur, vantard et incroyablement musclé. Je crois que je n'avais encore jamais vu un jeune de notre âge aussi musclé. Sa musculature attirait les filles comme des mouches. Dans le foyer où nous jouions au tennis de table, je regardais les filles s'approcher de lui et palper ses biceps. Je puis affirmer, sans mentir, que toutes les filles qui fréquentaient le foyer avaient au moins une fois palpé ses muscles. Je trouvais cela ridicule, et pourtant, Dieu sait comme j'aurais bien aimé être à sa place et que les filles viennent s'asseoir sur mes genoux et palpent mes biscottos. Cependant, même dans mes rêves les plus fous, cela n'arrivait jamais. Mon cerveau ne voulait sans doute pas qu'à mon réveil, devant le miroir, la désillusion soit trop grande. Été comme hiver, il était en débardeur, alors que moi, été comme hiver, je portais des pulls, des chemises ou des vestes à manches longues. Autant il montrait son corps, autant je cachais le mien. Avez-vous déjà remarqué qu'en plein hiver, au moindre rayon de soleil, les gros biscottos aiment à se montrer? Il y a quelques mois, au cœur de janvier, une sorte d'Arnold Schwarzenegger, accompagné de sa Barbie, me demanda à l'entrée du château de Versailles où se trouvaient les statues de Michel-Ange. Je lui répondis qu'il n'y en avait pas ici. Il insista. « Mais si, des sculptures avec des muscles comme les miens !» J'aurais bien aimé lui répondre que même lui aurait l'air d'un gringalet à côté d'une sculpture de Michel-Ange. Cependant, je m'abstins. Mieux vaut ne pas chatouiller une montagne de muscles. Curieusement, je devins ami avec Laurent M. Ami, c'est beaucoup dire. Disons plutôt que nous pratiquions le tennis de table ensemble et que je n'étais pas trop mauvais. J'étais en section scientifique et lui en section littéraire, ce qui me paraît à ses yeux d'une certaine aura, car à l'époque tout le monde voulait intégrer la filière scientifique, celui qui était bon en français comme celui qui était bon en mathématiques. Je savais donc très bien que Laurent M, même s'il se targuait d'avoir choisi cette voie parce qu'il voulait devenir écrivain, n'était pas sincère. En mon fort intérieur, je savais très bien qu'il se trouvait là uniquement parce qu'il n'avait pu faire autrement. C'était comme son projet de devenir écrivain. Cela me faisait bien rire. Je me demandais même s'il n'avait pas inventé cela uniquement pour attirer l'attention. Il avait beau citer Rousseau, Voltaire ou Diderot, il ne m'impressionnait pas du tout. Sorties de sa bouche, ces citations me faisaient rire, tout cela sonnait faux. Un jour, alors que nous déjeunions ensemble à la cantine, il voulut impressionner une de mes amies et n'arrêta pas de faire étalage de ses connaissances. Elle me dit un peu plus tard, énervée. « Je ne comprends vraiment pas ce que tu fous avec lui. On dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ses muscles qui t'impressionnent. C'est pour cela que tu traînes avec lui. David, vraiment, tu me déçois. » Je ne sus pas quoi lui répondre et ne dis rien. Avait-elle raison? Serait-il possible que je traîne avec lui uniquement parce que sa musculature impressionnait tout le monde? Je voulus me dire que ce n'était pas cela, qu'il y avait certainement d'autres raisons. Et petit à petit des raisons me sont apparues. Je l'aimais bien parce qu'il m'aimait bien. Pour beaucoup de personnes, cette raison serait bien insuffisante. On n'aime pas quelqu'un juste parce qu'il vous aime. Eh bien, chez moi, si. J'avais toujours tellement souffert de n'avoir jamais été aimé de mes parents, d'avoir même gâché leur vie, car ils étaient restés ensemble uniquement parce qu'ils m'avaient eu, que dès qu'une personne me témoignait un peu d'affection, elle pouvait être sûre de gagner la mienne. Mais il y avait aussi autre chose. Derrière ce masque de vanité, derrière cette insupportable vantardise, je percevais chez Laurent M une fêlure, quelque chose qu'il cachait au plus profond de lui-même, quelque chose qu'il ne me dirait sans doute jamais et qui pourtant me le rendait sympathique.
Il faut dire que j'avais une sorte de don pour deviner chez les autres les grandes fêlures qui les habitaient, un peu comme un chien battu qui a appris à reconnaître un mauvais maître. De Laurent M., je ne savais au fond pas grand-chose, juste que sa mère était morte. Je l'interrogeais, je cherchais à en savoir plus, mais il ne voulut rien me dire de plus que ce que tout le monde savait. Mais à 15 ans, on est souvent gauche et insistant. « Pourquoi tu ne veux pas me dire de quoi est décédée ta mère ?» insistai-je une fois de trop. Il s'approcha de moi, m'attrapa par le cou, me retourna et m'en serra de ses bras puissants de lutteur. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, mais là je sentais qu'il ne jouait pas. Il me comprimait tellement la cage thoracique que j'avais du mal à respirer. « Arrête !» lui dis-je, « je n'arrive plus à respirer !» Mais au lieu d'arrêter, il resserra encore son étreinte. Nous étions devant les grilles du lycée. Il y avait d'autres élèves qui discutaient un peu plus loin. J'aurais voulu leur crier de venir à mon secours, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je perdis connaissance. Je revins à moi quelques minutes plus tard, entouré d'élèves que je ne connaissais pas. L'un d'eux me soutenait la tête. « Ça va, tu as fait un malaise ?»« Tu parles d'un malaise ?» dit une fille en me tendant un gobelet en plastique rempli d'eau. « J'ai tout vu. C'est ce con de Laurent M. qui l'a mis dans cet état. Il est complètement barge, ce mec. »« Tu veux que je t'accompagne chez le proviseur ?»« Non, non, c'est rien, on s'amusait. Il ne l'a pas fait exprès, répondis-je. »« Tu parles qu'il ne l'a pas fait exprès ? Je te dis que j'ai tout vu. Il t'a serré comme un malade jusqu'à ce que tu perdes connaissance, et après il a foutu le camp. Allez, viens, je t'accompagne chez le proviseur. » « Si vous allez chez le proviseur, Laurent risque de se faire exclure, » dit un des garçons. « Mais non, il n'aura rien, même pas un avertissement. Ça s'est passé en dehors du lycée, » dit un autre. « Laissez-moi, ça va, » dis-je en me relevant. « Je vais bien, merci. » Je m'éloignai lentement, titubant légèrement. L'incident avait eu lieu un vendredi soir. La semaine qui suivit, j'appréhendais de retourner au lycée. J'avais peur que l'incident ne se soit ébruité et que tout le monde ne parle que de cela. En franchissant les grilles du lycée, des borborigmes intestinaux accompagnés de spasmes en disaient long sur mon état d'anxiété. Je marchais tête baissée jusqu'à la grande porte vitrée qui ouvrait sur les escaliers desservant les étages. Devant la salle de cours, une dizaine d'élèves de ma classe discutaient bruyamment. « T'as réussi à faire l'exercice de maths ?» me demanda Eric. « Quel exercice de maths ?» me contentai-je de répondre. « Bah, celui qu'on avait à faire pour aujourd'hui. T'as pas l'air dans ton assiette, David. »« Si, ça va. » J'étais soulagé. Visiblement, personne n'était au courant de l'incident. Depuis ce jour, je me méfiais un peu de lui. Une peur sournoise s'était immiscée en moi. Pendant quelques jours, j'évitais le foyer. Cela me manquait de ne plus pratiquer le tennis de table, mais j'avais trop peur de me retrouver en face de lui. Puis un matin, en dévalant les escaliers, je me pris les pieds dans quelque chose et m'affalai sur le carrelage du palier. Une personne m'aida à me relever. C'était Laurent. « Ça va, tu ne t'es pas fait mal ?» ?»« Non, non, dis-je, un peu surpris de voir son visage au-dessus du mien. « Quand est-ce que tu passes au foyer ? Ça me manque de ne plus jouer contre toi. Tu es un des seuls qui puisse me battre. »« T'as pas cours d'anglais tout à l'heure ? J'ai vu que ta prof était marquée absente sur le tableau. »« J'ai pas cours non plus de 14 à 15. Viens, on pourra s'entraîner. »« Ok, d'accord, à tout à l'heure, » répondis-je, et je me sauvai. Au fond, j'étais content que cela se soit passé ainsi. Laurent ne me rejetait pas, c'était le principal. Je ne voulais surtout pas que nous soyons ennemis. En repensant à ma chute dans les escaliers, je ne pouvais toutefois pas m'empêcher de me demander s'il ne m'avait pas fait un croche-pied. « Allez, ne commence pas à subodorer, positive !» me ressassai-je plusieurs fois. Quelques semaines plus tard,
un vendredi soir, il insista pour me payer un verre après les cours. Nous nous installâmes tout au fond de la salle, là où c'était le plus tranquille. Je commandai un Monaco, Laurent une Carlsberg. « On fait un flipper ?» demandai-je. « Une autre fois, si tu veux. Ce soir, ça me dit rien. Parle-moi plutôt de ta théorie sur Shakespeare. » Pendant près d'une heure, sans discontinuer, je lui exposai mes idées sur Shakespeare. Je n'avais pas encore fini que le patron vint nous avertir qu'il fermait dans 5 minutes. Je finis mon verre d'une traite et nous sortîmes. La semaine qui suivit, il me surprit à nouveau dans les escaliers en me tapant amicalement sur l'épaule. « Tiens, il faut que je te dise, je me suis un peu inspiré de tes idées pour mon devoir de français. Tu ne diras rien, c'est une note importante pour moi comme je suis en section littéraire. Ok, pas de problème. Si tu as pu tirer quelque chose de mon verbiage de l'autre soir, c'est tant mieux. » J'avais à peine fini ma phrase qu'il avait déjà disparu. Peu de temps après, j'appris par le plus grand des hasards que Laurent avait obtenu la meilleure note de sa classe au bac blanc de français et que sa copie allait même paraître dans la gazette du lycée. Renseignement pris, c'était quelque chose d'exceptionnel qui n'arrivait que très rarement. La dernière copie publiée dans la gazette était celle d'un élève dont le père avait connu l'écrivain Georges Bataille, à l'époque où il était conservateur de la bibliothèque municipale d'Orléans et écrivait l'histoire de l'érotisme. Bataille était à l'époque un écrivain scandaleux et les notables de cette ville bourgeoise ne lui avaient pas fait bon accueil, n'hésitant pas à dire que le diable venait de s'installer chez eux. « Quand est-ce que sort le prochain numéro ?» demandai-je à la bibliothécaire. « Mercredi, » me répondit-elle. « Je peux vous en mettre un exemplaire de côté si vous voulez. » J'acceptai bien volontiers et lui laissai mes coordonnées. Des impressions contradictoires m'assaillaient. Comment allais-je réagir au contenu de la copie de Laurent? Comment avait-il utilisé ce que je lui avais dit? J'attendais avec une impatience fiévreuse la parution du mercredi. Le jour en question, je fis même un détour vers la bibliothèque avant de me rendre en cours, mais elle n'ouvrait qu'à 10 heures. Je récupérai enfin mon exemplaire avant de me rendre au réfectoire, me dépêchai d'aller manger et courus m'isoler dans une salle de cours déserte à 7 heures. Je feuilletai à toute vitesse le numéro, puis consultai la table des matières pour trouver plus rapidement la page que je cherchais. Le professeur de français qui avait corrigé la copie de Laurent avait rédigé une introduction fort élogieuse où il vantait les qualités d'écrivain de l'auteur, le style soigné et classique, ainsi que l'originalité du contenu. Je lus rapidement les premiers paragraphes. Ils étaient quelconques, et il est tout à fait inutile de les retranscrire ici. À partir de la 2e page, un malaise m'envahit. Toutes les idées contenues étaient les miennes. La comparaison avec Goethe, les raisons pour lesquelles Shakespeare se serait éloigné subitement de sa femme et de ses enfants, etc. J'étais abasourdi. Je lus d'une traite. Le génie n'obéit à aucune loi. Il éclate là où il veut. Il est un pur produit de la nature et non le fruit d'études. Voyez Shakespeare. Il avait peu étudié, il savait peu de latin et encore moins de grec. Mais en 1585, il quitte subitement femme et enfants, comme Goethe quittera brusquement Frédéric-Brion et l'Alsace en août 1771. La conscience de son génie a poussé Goethe à quitter Frédéric-Brion et l'Alsace, tout comme elle avait poussé Shakespeare à quitter femme et enfants.